Alors, mesdames et messieurs, nous sommes très contents que vous soyez là pour nous suivre, soyez là pour suivre votre émission Outre-mer, le panel. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Vous allez retrouver la FM ainsi que votre émission Le Panel. L'actualité reste dominée, telle qu'on le sait, par les cas qui est arrivé à l'hôpital général, de référence même d'Ekinkole, avec les cas du médecin face à sa patiente. Aujourd'hui, la situation est entre les mains de la justice, mais aussi, vous avez suivi la lecture de l'ordre des médecins. Les dossiers est entré à l'Assemblée nationale, mais parce que la justice n'a pas encore fini à établir les faits ou à nous dire les verdicts qu'il reste, nous restons encore avec vous dans les analyses et voilà pourquoi le panel ne peut pas nager dans les vides. Nager dans les vides serait déjà un péché grave pour vous les téléspectateurs, pour vous les amoureux de cette émission Le Panel. Pourquoi je le dis ainsi? Nous disons qu'il faut chercher des experts, qu'il faut chercher les gens qui peuvent nous dire exactement quel allait être les comportements du médecin vis-à-vis de la patiente qui s'est comportée de la sorte. Que nous dit, que nous réserve la lecture de la déontologie et éthique de la médecine dans des cas pareils. Alors pour vous faire plaisir et comprendre la matière, nous recevons pour vous un expert. Il a été aux côtés de l'ancien ministre de la Santé Eteni, le docteur Eteni Longondo, j'ai pensé ça. Lui c'est le docteur Télé Batampi. Il a été directeur du cabinet adjoint du ministre, l'ancien ministre Eteni. Et aujourd'hui, il a quand même jusqu'ici la connaissance sur l'actualité qui s'est imposée dans la marmite congolaise. Docteur Télé Batampi, vous êtes secrétaire national du parti au pouvoir à l'UDPS Tshisekedi. Vous avez été aux côtés du ministre, l'ancien ministre Eteni Longondo. Et je pense que vous travaillez aussi en collaboration avec l'actuel ministre de la Santé. J'ai travaillé avec lui, oui. Vous avez travaillé avec lui? Oui, mais pas pour l'instant. D'accord, merci beaucoup. Nous vous recevons en tant qu'expert dans les domaines. Nous ne voulons pas voir des analyses des politiques, des analyses de certains qui s'élèvent alors qu'ils n'ont pas l'habilité, peut-être la matière pour expliquer à la population exactement l'attitude du médecin face à la patiente dans un contexte bien précis. Quelle est d'abord votre lecture par rapport à cette actualité? Merci cher Jean Miema, chers compatriotes, et je tiens également à remercier tous nos compatriotes qui sont en train de nous suivre à travers le panel. D'entrée de jeu, je tiens à présenter toute ma compassion d'abord à la patiente, malheureusement je ne connais pas bien son nom, et ainsi qu'au confrère Dr David Balanganay. Pourquoi je présente cette compassion? Parce que c'est un incident. Cet incident a un caractère complexe. Donc il est souhaitable de ne pas l'isoler, parce que si nous l'isolons en se basant sur la patiente ou sur les confrères du docteur David, je pense que l'analyse risque d'être biaisée. C'est d'entrée des jeux, parce que c'est une situation qui s'est passée avec la clameur publique. Je pense que le public a l'intérêt de pouvoir être éclairé, clarifié et aider les instances appropriées pour résoudre la question sous examen. Merci beaucoup. La question, elle est fondamentale. Vous savez que la médecine est un métier, bon, d'une manière générale, quand je parle de la médecine, c'est tout ce qui touche à l'art de guérir, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmier, donc tous les personnels et toutes les filières qui accompagnent le médecin dans l'exercice de son art sont un métier très réglementé, encadré et qui est fondé sur des règles strictes et dont les principes d'éthique et de déontologie accompagnent vraiment ce métier-là. Alors, il est important de comprendre d'abord notre système de santé. Le système de santé congolais, c'est l'un des meilleurs, et je peux dire l'un des meilleurs du monde, parce que depuis très longtemps a été l'étendard africain.
parce que le Congo a commencé à pratiquer les soins avec le rapprochement communautaire, le rapprochement au niveau de la base, depuis le temps colonial. On parle dans l'historique, depuis les 1940, 48, 50, tout et tout. Alors il y avait même des experts d'ailleurs qui étaient venus pour voir comment est-ce que la santé s'exerçait en République du Congo, ou bien étant indépendant du Congo à l'époque. Et cette ingénierie qui a été mise sur pied avait été maintenant valorisée lors de la conférence sur ce qui était des soins de santé primaires, donc en 1978, là on a eu la déclaration d'Almata qui était basée maintenant sur les soins de santé primaires. Et les soins de santé primaires avaient comme focus que toutes les activités concernant la prise en charge de la santé de l'individu, de la personne, devraient se passer autour de la zone de santé. Et la zone de santé, en fait, c'est une entité territoriale, bien sûr sanitaire, qui est en termes de niveau de la pyramide de notre système de santé, qui est au bas niveau. En fait, c'est là où ça exerce tout ce que nous pouvons parler des activités de santé au niveau basique. Alors, à ce moment-là, c'était pour rapprocher chaque personne des soins de santé primaire. Vous avez la malaria, vous avez la fièvre typhoïde, vous avez n'importe quelle pathologie, et tout cela devrait avoir une accessibilité avec un coût financier vraiment moindre pour permettre à ce qu'il y ait accès aux services de soins ainsi qu'aux soins de santé. Et pour rappeler en termes de notre système de santé, notre système de santé a 3 niveaux. Il y a le niveau dit central, c'est un niveau stratégique, un niveau normatif. C'est-à-dire c'est le niveau qui édite les politiques de santé en République démocratique du Congo. Et puis, à ce niveau-là, nous avons le cabinet du ministre de la Santé qui est chapeauté par lui. Là, c'est pour des décisions et d'orientation de la vision. Maintenant, nous avons le secrétariat général à la santé, et c'est là où toutes les politiques en termes d'édition, en termes de rédaction, en termes de réflexion, ça se passe pour que cela puisse faire couler la vision que prône le ministre de la Santé. Et que cela soit répercuté au niveau du deuxième échelon que nous appelons les niveaux intermédiaires. Et là, nous avons les divisions provinciales de la santé. Donc, c'est à chaque province, nous avons la division provinciale de la santé qui a pour rôle la supervision, donc l'accompagnement des politiques éditées au niveau national, au niveau central, et que ces politiques, est-ce qu'elles sont d'application comme il est écrit? Et ça, un rôle d'accompagnement et de supervision. Là, nous avons le chef de division, ensemble avec les différents chefs de bureau et tous ses collaborateurs à ce niveau-là. Et il est le conseiller technique en matière de santé du gouverneur de province. Maintenant, arrivé au niveau basique, c'est au niveau opérationnel. On appelle niveau périphérique, là où il y a la zone de santé que je venais d'évoquer tout à l'heure. Et au niveau de la zone de santé, nous avons le bureau central de la zone de santé qui reçoit les différentes politiques qui ont été éditées au niveau central et accompagnées au niveau intermédiaire ou au niveau provincial. Maintenant, voir dans quelle mesure cela doit être d'application. C'est pour cela qu'on appelle ça les niveaux opérationnels. Et il y a des étages. Il y a l'étage beaucoup plus de référence, là où il y a l'hôpital général de référence. Et puis par après, il y a les aires de santé. Donc la zone de santé devient aussi capitulée ou bien subdivisée en entités géographiques, parce que vous ne pouvez pas prendre du coup comme ça. Et une zone de santé peut avoir 10 heures de santé, 15 heures de santé, 20 heures de santé. Tout est fonction de la population
de cette zone de santé. C'est ainsi que nous avons une zone de santé urbaine qui peut avoir 150 ou 200 000 habitants, et puis une zone de santé rurale qui peut avoir 100 000 habitants, et les aires de santé sont subdivisées pour donner la possibilité à qu'une zone de santé, une aire de santé puisse gérer sur une certaine surface géographique 5 à 10 000 habitants. Bon, c'est ainsi qu'au niveau des aires de santé, il y a le centre de santé. Et aujourd'hui, compte tenu de notre espace géographique, parce que la République démocratique du Congo a aussi un problème d'accessibilité, compte tenu de sa géographie et des contraintes infrastructurelles que nous avons. Alors c'est ainsi que le système de santé a mis des structures pour rapprocher des structures à plus proches des populations. Peut-être ici, vous êtes en ville, vous ne comprenez pas la quintessence ou la hauteur de cette ingénierie qui a été mise en place pour rapprocher la population des structures de santé. On a rapproché pour que une personne ne puisse pas aller au-delà de 5 km pour bénéficier de ces soins. Voilà un peu comment c'est structuré. Maintenant, à ce niveau-là, il y a le centre de santé. Bon, aujourd'hui, on a aussi, il y a plus loin encore, on a même des postes de santé dans le village pour permettre les premiers soins. Les premiers soins vraiment selon le paquet qu'on appelle le paquet minimum d'activité. C'est un paquet qui est réservé aux soins élémentaires. Quand on monte un peu plus de niveaux, on arrive à ce qu'on appelle le paquet complémentaire d'activité. Là, on ajoute également certaines spécialités. Bon, je vous dispense un peu de tous ces détails. Là, c'était pour vous montrer l'architecture de notre système de santé. Maintenant, sur le plan opérationnel, parce que je voulais arriver, parce que le cas, l'incident dont il est question, il y a une notion de référence. On a parlé qu'il fallait référer la patiente dans une autre structure, ainsi de suite. Maintenant, nous avons le poste de santé qui amène les cas au niveau des centres de santé, et les centres de santé, selon la géographie ou bien l'entité géographique, on peut avoir aussi des centres de santé de référence. Ça existe aujourd'hui pour pallier aux difficultés que nous avons, et puis tout vers le centre, vers l'hôpital général de référence qui constitue les niveaux secondaires au niveau de la zone de santé. Parce qu'en matière maintenant d'activité, de soins, nous avons le premier niveau, le niveau primaire, nous avons c'est le centre de santé qui reçoit chaque malade pour le minimum de paquets d'activité de soins. Et puis, les niveaux secondaires, on est à ce niveau-là, on monte, on transfère au niveau de l'hôpital général de référence, qui est au niveau de la deuxième structure de référence. Et puis, on a les niveaux tertiaires. Les niveaux tertiaires, c'est là où on a autant de spécialités qui entrent en jeu. Et à chaque niveau, une catégorie de prestataires est indiquée. Bon, c'est ainsi qu'un centre de santé est tenu par un infirmier titulaire. C'est-à-dire, dans une aire de santé, il peut y avoir des différents postes de santé qu'on sort. Voilà, les IT, infirmier titulaire, qui va collecter toutes les données en matière d'information sanitaire et remonter au niveau de la zone de santé. Et quand on arrive au niveau des centres de santé de référence aujourd'hui, bon, on l'accepte, c'est un peu intermédiaire, c'est le médecin qui tient cette structure-là. Et quand on arrive au niveau de l'hôpital, c'est le médecin qui est le chef de cette structure-là. Maintenant, dans la catégorisation maintenant des structures, il y a des spécialités. Ça doit remonter maintenant au niveau des structures tertiaires, là où nous avons autant de professeurs qui interviennent, ainsi de suite, pour des cas un peu plus compliqués. Voilà. Maintenant, parce que nous arrivons au cas. Dans le cadre de cette analyse, à chaque niveau, je vous ai dit, il y a un nombre de prestataires qui doivent être là. Donc le médecin, les infirmiers, les techniciens de laboratoire,
les techniciens d'imagerie, donc les anesthésistes. Donc il y a toute une organisation à ce niveau-là. Et quand on arrive, nous sommes dans une structure, que ce soit primaire, tertiaire, secondaire et tertiaire, un plateau technique est indiqué. Un plateau technique comprend les matériels qu'on doit mettre à disposition du personnel et la qualité aussi du personnel qu'il y a là-bas en termes de différentes catégories. Voilà un peu, ça c'est une structuration. Comme je vous ai dit que c'est un métier qui est réglementé, encadré et fondé sur des règles strictes. Vous comprenez un peu à ce niveau-là. Alors, c'est là où j'aimerais arriver, parce que la question du jugement pose problème. Comment est-ce que le médecin est jugé après avoir posé l'acte, notamment le ministre du tutelle de la santé, le ministre de la Santé, a directement instruit à l'ordre des médecins de radier les médecins, les docteurs en question de la corporation de l'ordre des médecins. Est-ce que au niveau du jugement, le ministre a-t-il bien agi ou bien il a un peu tapé à côté? Bon, dans la structuration, peut-être c'est un élément, merci beaucoup pour la question qui est pertinente. Dans la structuration du ministère, comme j'étais en train d'expliquer, j'ai parlé de différents niveaux, mais il y a aussi le ministère de la Santé, il y a le cabinet du ministre. Maintenant, il y a les différents bras. Il y a le secrétariat général que j'ai dit pour organiser les activités de santé dans le secteur. Maintenant, il y a aussi l'inspection générale de la santé, qui est là maintenant pour inspecter et contrôler comment est-ce que les activités de santé, telles que ça a été édité au niveau des politiques, est-ce que ça s'est fait normalement. C'est ainsi que l'inspection générale de la santé est au niveau central aussi, qui est géré par l'inspecteur général de la santé. Et puis il y a le médecin inspecteur provincial qui assure cette inspection au niveau de la province et qui devrait aussi se saisir de la question. Voilà un peu. Et au-delà de ça, bon, aujourd'hui, nous avons, dans le cadre de la couverture santé universelle, il y a les piliers de facilitation de la couverture santé universelle, là où on a différents piliers tels que le fonds de promotion de santé, le fonds de solidarité de santé, la COREP qui est l'autorité congolaise de régulation de médicaments, et il y en a à peu près 6. Bon, alors il y a ça pour accompagner l'application ou la mise en œuvre de la couverture de santé dans notre système de santé. Peut-être là, ça fera appel à une autre émission pour faire comprendre les gens qui n'arrivent pas à comprendre. Nous sommes dans la couverture santé universelle, gratuité de maternité, mais comment il manque l'anesthésie, comment il manque le meilleur plateau technique. Pardon, je commence à chuter, c'est un autre. Mais il y a aussi un autre bras technique qui se présente comme un conseiller. C'est le conseil de l'ordre de médecins. Il y a aussi le conseil de l'ordre des infirmiers qui venait de voir le jour. Il y a le conseil de l'ordre des pharmaciens. Il y a les différents ordres. Je pense aussi le conseil de l'ordre des techniciens en imagerie. Donc il y a les différents ordres. Et au fait, ces ordres-là ne sont pas sous la subordination, à moins que je ne me trompe. Peut-être je vais lire tout et tout, parce que nous tous, nous sommes redevables ou bien répondants à eux. Vous comprenez? Parce que le médecin en République démocratique du Congo est répondant au Conseil de l'ordre des médecins. Voilà. Vous comprenez? Vous pouvez être fonctionnaire étatique ou non étatique. Vous comprenez que ça va au-delà de ça. Maintenant, donner une instruction, bon, je ne sais pas quelle en est la motivation, bon, je ne saurais pas dire à raison ou pas, mais tout ce que je peux comprendre, donner une instruction au secrétaire général et à l'inspecteur général de la santé, je comprends, ce sont le bras technique directement sous son contrôle, mais dans le cadre de collaboration, de gestion déontologique et d'éthique du personnel qui est sous sa subordination, c'est géré par les ordres professionnels comme je viens de le dire. Mais voilà un peu, c'est-à-dire ici, c'est parce qu'il y a eu clameur publique et cela s'est passé dans la capitale.
C'est pour cela que vous comprenez un peu tout le ce qui est débat arrivé reste là. ouvert Oui, parce que en suivant votre manière d'argumenter, moi je me dis que peut-être que nous tous ici, nous nous sommes laissés plonger dans la clameur publique et on a vite jugé les médecins sans tenir compte du fait, dans un contexte bien précis, avec votre lecture en tant qu'expert en la matière. D'ailleurs, je souhaiterais que nous ayons encore une deuxième émission, pourquoi pas 2, 3 ou 4, soit avoir une émission un peu spécifique, même une fois par semaine, où nous éclairons non seulement la corporation, non seulement les ministères, mais même la population, même les experts aussi du domaine, à comprendre les fonctionnements. Parce que par moment, quand on est plongé dans une tâche quelconque, on vous a confié une tâche, on oublie même certains principes préliminaires, les sacro-saints du métier. J'étais en train de parler des objectifs de développement durable, là où la santé constitue le troisième objectif. Vous pouvez ajouter ce micro, c'est bon, vous pouvez ajouter. Donc j'étais en train de dire que les objectifs de développement durable appelés ODD, la santé est au troisième objectif et dont la première cible, j'ai dit très bien, que c'est pour réduire le taux de mortalité maternelle, en dessous de 70 sur 100 000 naissances vivantes. Maintenant, on parle pour la République et dans la littérature, la cause principale, ce sont les hémorragies post-partum. Hémorragie post-partum, ce sont les hémorragies, le saignement après l'accouchement, après avoir donné naissance. Et en 2023, en 2022, c'était autour, ça représentait 68%. Mais aujourd'hui, il n'y a pas plus longtemps, ça représente 73%. Vous comprenez que face à une hémorragie en face de toi en post-partum, ton désir est celui d'arrêter cette hémorragie pour sauver une vie. Vous avez tellement de la matière, j'ai compris que c'est votre domaine, en tout cas. Ça, vous en avez du crédit. À tout moment, on aura besoin de vous pour comprendre des matières sensibles en termes de santé. Ça nous a beaucoup échappé. Tout ce que je peux vous demander maintenant, c'est faire un mot de la fin à l'invitation de la justice. Comment est-ce que la justice pourra se comporter ou peut se comporter, parce que la justice n'a pas encore rendu public ses verdicts, c'est bien, les dossiers au niveau de l'Assemblée nationale, mais qu'on ne puisse pas juger les médecins sous émotion, ainsi de suite. Un mot de la fin, vous terminez l'émission par la moins d'une minute. Merci beaucoup pour cette question. Je demande à la population de pouvoir comprendre que le métier de médecine, c'est un métier vraiment très sensible, noble et complexe. Car il y a un cas, c'est un cas tout à fait qui touche à la vie humaine. Parce que ce qui est arrivé, la question de la vie humaine peut arriver à tout un chacun. C'est ainsi que je demande à chaque niveau, et il est important de penser avec beaucoup plus de retenue et de maîtrise et beaucoup plus écouter, essayer un peu d'étudier l'environnement et écouter les deux sons de cloche, comme on dit, pour bien comprendre la chose et comprendre dans quel état notre patiente, notre accouchée était, parce qu'elle, c'est dans une ignorance. Vous savez très bien qu'il arrive à certaines personnes qui supportent très très difficilement même une aiguille pour être injectée, et pourtant c'est pour son bien, mais on arrive même à maîtriser cette personne par des forces. Mais pour ce qui est du médecin, ce sont les actes que nous ne pouvons pas dire tolérer pour tabasser, ainsi de suite, mais c'est une question de faire un effort d'être à la hauteur de sa tâche en termes de retenue, ou bien de faire comprendre. Mais en tant qu'humain, c'est vrai qu'on a des limites, que cela peut arriver si le motif réel est celui de sauver la vie humaine et de sauver la République démocratique du Congo à travers
le monde pour améliorer ces indicateurs en termes de taux de mortalité maternelle. Je pense que c'est très important parce que dans le taux de mortalité maternelle qui est chiffré aujourd'hui en République démocratique du Congo autour de 670 par 100 000 naissances, alors que l'objectif de développement durable qui nous demande à ce que nous puissions d'ici 2030, nous puissions réduire ces taux-là jusqu'à 70 et que les causes les plus probantes sont les hémorragies post-partum, donc après l'accouchement. Je demanderai que la situation soit analysée d'une manière complexe en tenant compte de tous les déterminants. Par rapport à la justice, bon, j'ai fait une forme de plaidoyer de notre métier en tant que médecin, de prendre les experts. J'étais quelque part, j'ai apprécié, il y a un avocat qui dit dans cette situation, il est important d'appeler aussi les avocats pénalistes. Bon, je ne suis pas de la matière, pour faire comprendre toutes les éventualités possibles. Voilà, je tiens vraiment à vous remercier de nous avoir vraiment suivis et je vous demande de pouvoir accompagner et notre patiente ainsi que notre confrère David. Merci. Allez, c'en est fini, mesdames et messieurs. Vous avez compris que l'État nous fait surface, mais les docteurs, l'expert en la matière concernant l'actualité qui oppose la justice aux médecins dans un cas bien précis de la patiente ou la couchée. Aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que la dame est vivante avec son bébé, c'est bien, mais à la justice de comprendre que les dossiers tellement sensibles, suivre quand même les experts, appeler les docteurs pour nous faire comprendre les éventualités ou bien nous faire comprendre la réalité du monde de la santé qui nous échappe et échappe aussi à nombreux. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. Merci à l'invité, le docteur Télébatan. Puis je rappelle qu'il fut à l'époque directeur adjoint du cabinet de l'ancien ministre, aujourd'hui le docteur Eteni Longondo, et même l'actuel ministre, le docteur a collaboré avec lui. Donc nous disons un grand merci. Merci de nous avoir honorés aujourd'hui. Voilà, merci. On se retrouve très prochainement avec ce même plaisir.